Bonjour Frédéric, président de l'IFOP, vous dirigez l'IFOP, l'IFOP, vous prenez le pouls des Français régulièrement. Nous avons souhaité vous inviter car avant de rentrer dans le fond des problématiques qu'offrent ces métropoles, on a envie de connaître un petit peu le rapport des Français avec leur ville, leur métropole. Où les Français aiment-ils vivre? Où est-ce qu'ils travaillent? Tout d'abord, si on commence, quel est l'attachement des Français aux villes et dans quel type de ville ils s'imaginent bien vivre? Bonjour à tous, merci au MEDEF pour son invitation. Alors pour répondre à votre première question, bien sûr, ce n'est pas une surprise, hein, il y a un attachement très fort des Français à l'échelon communal sur l'indicateur d'attachement par rapport au département, par rapport à la région. Systématiquement, la commune, l'échelon communal arrive en tête en termes de qualité de vie, en termes d'attachement. Et quand on pose des questions artificielles, parfois les sondages ne sont pas très pertinents, l'échelon territorial de trop, jamais, je dis bien jamais, la commune n'émerge. Maintenant, il y a une hiérarchie entre les villes en fonction de la taille, dans une logique de small is beautiful, avec le primat des communes rurales. On avait un indicateur intéressant avant et après Covid. Avant Covid, 72% des Français considéraient qu'il était agréable de vivre dans une commune rurale. Après Covid, 92%. On voit à quel point ça a amplifié cette tendance. Donc attachement plutôt aux communes rurales et aux villes moyennes, celles de 20 000 à 100 000 habitants en termes d'attachement et de qualité de vie. Mais attention, il ne faut pas rentrer sur un clivage. Il n'y a pas de césure, il n'y a pas de clivage gros-petit, si je puis dire, puisque quand on interroge les habitants des métropoles sur leur qualité de vie, une donnée IFOP récente, 85% des habitants des grandes métropoles se disent satisfaits. C'est 87% sur les villes moyennes, donc on peut se dire qu'on est très proche, mais sur l'indicateur d'intensité des tout à fait satisfaits, on a un écart net, 11% dans les grandes métropoles et 27% dans les villes moyennes. Donc c'est une question d'intensité, il n'y a pas, je dirais, de bataille d'Hernani entre grandes villes et petites villes, même s'il y a cette hiérarchie en faveur des communes rurales et des villes moyennes. Est-ce qu'on peut quand même parler d'un pouvoir d'attraction des métropoles sur certains services, et si oui, pourquoi? Oui, alors pas besoin de faire d'enquête, hein. C'est des données que j'ai trouvées de 2018. On a 25 millions de Français vivant dans des métropoles ou autour de métropoles, 38%, 4 Français sur 10. Donc là, le pouvoir d'attraction reste réel. Il y a d'abord des bénéfices symboliques, statutaires, le sentiment d'appartenir à une France de la lumière, là où les choses se jouent, il faut le dire comme ça. Mais ce qui me frappe le plus important, c'est que dans les métropoles, il y a le bénéfice des services publics. Le sentiment qu'il y a des services publics, qu'il y a tout. Quand on interroge les Français sur les fractures territoriales avec une question très simple, est-ce que votre commune bénéficie de services publics? On a un score moyen de 2 tiers. Sortons de la logique électorale en disant 2 tiers, c'est formidable. Ça veut dire qu'un tiers, c'est non. Et dans les métropoles, on est à 90%. Parce qu'on sait très bien qu'il y a une sorte de logique dans l'imaginaire des Français. Une ville avec moins de services publics, c'est une ville où l'État se retire, c'est une ville qui va mal, c'est une ville en déclin. Et la métropole échappe totalement à cette crainte. Sauf, et là c'est un signal faible que je vois, mais je pense que vous le voyez sur le terrain, sur la question de l'accès aux soins, sur la question de la santé, où même dans les métropoles, les Français nous disent qu'il y a des difficultés. Ce n'était pas le cas il y a encore 5 ans. Il y a une question de démographie médicale, notamment chez les professionnels de santé. Donc oui, un pouvoir d'attraction des métropoles réel, notamment sur cette question des services. Alors depuis le Covid, on a tout entendu, hein. Les Français quittent Paris, c'est terminé la capitale, les villes moyennes, on le vend en poupe, je télétravaille un maximum loin de la capitale. Finalement, quel est le rapport des Français avec les villes moyennes cette fois-ci? Alors oui, c'est vrai qu'on a dit beaucoup de choses sur le Covid, que plus rien ne serait jamais comme avant, et on sait très bien que la rupture est toujours moins forte que l'inertie. Mais c'est vrai, j'ai donné l'exemple de la sympathie pour les communes rurales. Le Covid a amplifié des tendances à l'œuvre, la moindre centralité du travail, l'appétence au télétravail, même si, attention au télétravail intégral, qui est une sorte de poison délicieux qui sur le papier est formidable, et on voit dans toutes nos enquêtes que quand on dépasse 2 jours et demi, 3 jours de télétravail, c'est très mal vécu en fait sur toute une série d'indicateurs objectifs de stress, de crainte d'être licencié et de plaisir à échanger. Mais c'est vrai qu'on a vu l'attractivité plus forte des villes moyennes. On avait travaillé à l'IFOP pour le dispositif Cœur de Ville avant Covid, 2019-2020 et 2021-2022, et très clairement, on voit une inclination, une nette préférence pour habiter dans une ville de taille moyenne, y compris dans les métropoles. Quand on demande le type de ville préférée, il y a clairement un Français sur 2 qui déclare vouloir vivre dans une ville moyenne, qui est vue comme l'échelon idoine par rapport à une grande ville, par rapport à une petite ville. C'est très marqué chez les jeunes. Il y a un lien avec le réchauffement climatique, avec la lutte contre le réchauffement climatique, où les villes moyennes sont perçues comme l'échelon idéal pour s'adapter
au défi du changement climatique. Les métropoles font beaucoup, on le sait, on avait fait à l'IFOP le forum du Grand Paris et le forum du zéro carbone, à tel point des choses se font dans les grandes métropoles, mais les Français ont le sentiment que la ville moyenne peut être l'échelon idoine. Maintenant, quand on interroge les Français sur les atouts attendus d'une ville idéale, eh ben on retrouve ce que nous disent les habitants des villes moyennes, c'est-à-dire un alliage entre la proximité avec la nature, pas souvent le cas pour les métropoles, et aussi, une fois de plus, cette offre de services de soins, de commerce. On sait très bien qu'un commerce qui disparaît, c'est un warning, si je puis dire, pardon de parler anglais, que je parle très mal, sur la ville qui décline, la ville qui va mal, et les villes moyennes échappent à ça. Alors, il y a quand même un critère très important quand on parle de la ville, c'est le boulot. Où est son emploi? Là, c'est avantage clairement à la métropole? Oui, là, très clairement un avantage pour la métropole. C'est d'ailleurs, avec les services publics, le principal critère d'attractivité. Le travail, la grande ville n'en manque pas par rapport à une France périphérique, par rapport à une diagonale du vide. J'aurais dit ça et j'aurais fini ma réponse il y a encore quelques années, mais il ne faut pas se leurrer. On a une conjoncture spécifique qui a des conséquences très fortes sur le plan public, sur le rapport à l'emploi. On vient de publier une enquête IFOP fiduciale pour Sud Radio sur les grandes préoccupations des Français, parce que j'avais été très marqué par l'enquête faite, on l'a fait depuis 20 ans, fin août, où jamais la lutte contre le chômage, jamais l'emploi était si peu présent dans les préoccupations des Français. Le chômage a disparu, alors je le dis de manière très provocante, il s'est évaporé dans le discours des Français. C'était encore en 2017, au moment de l'élection présidentielle, en 2018, la première préoccupation des Français, puis la santé, le pouvoir d'achat, l'inflation se sont substitués, et dans notre dernière enquête, ce n'est plus que la 10e préoccupation. Alors, il y a toute une série d'explications. Les fameux emplois non pourvus, les Français le voient concrètement. Cette question de l'assistanat, alors je ne vais pas revenir sur la phrase présidentielle, trouver du travail en traversant la rue, mais ce n'est pas une phrase qui lui a coûté, contrairement à d'autres, puisque l'assistanat, l'idée que la question que l'on pose depuis une vingtaine d'années, l'indicateur, les chômeurs pourraient trouver du travail s'ils le voulaient vraiment, c'est partagé par 3/4 des Français, y compris, je le dis sans aucune malice devant la maire de Nantes, Johanna Rolland, par une majorité très forte de sympathisants de gauche. Donc l'idée qu'il y a du travail au coin de la rue, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est pas moi de le dire, mais c'est perçu par les Français. Et puis, qu'est-ce qui fait aussi que cet atout fort des métropoles n'est plus un atout décisif? C'est que pour les Français, l'injustice suprême, ce n'est plus être sans travail, c'est avoir un travail qui paye mal, un travail qui ne permet pas de vivre. On se souvient, et tout le monde le sait, ce qui a mobilisé beaucoup de Français autour des ronds-points à l'automne et à l'hiver 2018. Pour terminer, nous allons discuter avec de nombreux élus tout à l'heure. Quel est le rapport des Français avec les élus des villes, d'après votre expertise à l'IFOP? J'ai plus que 7 minutes, je vais en prendre 15. Non, mais très clairement, on le voit, ce sont les maires qui sont les acteurs de confiance. Ce sont les maires qui échappent le plus largement à la défiance. Quittons les sondages, regardons l'électoral. On parle toujours de sortir les sortants de la sanction. L'élu le moins sanctionné par les Français, c'est le maire. Même en 2014, même quand il y a eu sur le papier des alternances très fortes, 170 villes perdues par la gauche à l'époque, de plus de 10 000 habitants, vous ramenez ça au nombre de villes de plus de 10 000 habitants, aux parts de maires qui ne se sont pas représentés, il y a quasiment eu 70%, enfin 64% de maires qui ont été reconduits. Donc c'est l'échelon de confiance, parce que je pense que le maire, eh ben, il matérialise la promesse du politique. Il matérialise le changer la vie. Il pèse sur le cours des choses. Le changer la vie, si je puis dire, mitterrandien. Et dans un contexte où de plus en plus difficilement les élus nationaux peinent à démontrer qu'ils peuvent changer la vie, les élus locaux y arrivent. Mais même si on a une scène politique coupée en deux, je trouve qu'on a un sentiment de défiance qui commence à contaminer la sphère locale. Je le vois de manière faible, quelle que soit l'enquête, quel que soit le type de question, quand on confronte une hiérarchie entre élus locaux et élus nationaux, les élus locaux, et donc dans ce cadre, les élus municipaux l'emportent très nettement, mais la contamination du local, je le vois dans les enquêtes toutes simples que l'on fait en ce moment. On est dans la période du mi-mandat et beaucoup de villes, des villes grandes, des villes petites, le plus souvent de manière confidentielle, mais c'est parfois publié. On a publié des choses à Paris, à Montpellier, à Lyon, etc. On voit que quand on a déjà travaillé par le passé dans une ville à mi-mandat précédent, sur tous les indicateurs, les choses s'érodent, les choses se dégradent. Il y a encore un crédit de confiance, mais c'est très net. Et puis bon, on a le contexte récent de Saint-Brévin qui a beaucoup frappé les Français et la classe politique. On a aussi un mal-être des élus locaux qu'il
faut entendre. Je vais sortir du contexte très récent. On avait réalisé une enquête fin 2019 pour le groupe LR du Sénat auprès d'élus, auprès de maires. On leur demandait qu'est-ce qui était le plus dur dans leur vie, dans leur fonction d'élus municipaux. Ils ne nous citaient pas comme premier sujet de difficulté la baisse des dotations, ils ne nous citaient pas les relations avec l'intercommunalité, la charge de travail, les réglementations, ils citaient le niveau d'exigence toujours plus compliqué à gérer et à prendre en compte des citoyens. Donc bien sûr, on est sur des élus de référence, on est sur des élus qui vivifient la démocratie française. D'ailleurs, j'attends avec impatience, c'est dans 3 ans, mais en espérant que l'accident industriel du taux de participation de mars 2020 est un accident, même si la progression de la participation, la progression de l'abstention, par contre, est de plus en plus nette, c'est l'élu qui va changer la vie, et c'est l'élu auquel les Français croient de plus en plus. Bien, merci beaucoup Frédéric Dabi pour ce panorama des aspirations des Français vis-à-vis de leur ville et de leurs élus. Nous avons ainsi bien planté le décor. On vous remercie et on vous applaudit. Merci. Merci.